papa. Oui ma chérie. Est-ce que le Père Noël existe? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du Père Noël. Grâce à cette vidéo, je vais permettre à tous les parents du monde entier d'arriver enfin à répondre à cette question super embarrassante qui est posée par leurs enfants. Comment est-ce qu'on fait les bébés? Oh, tu te trompes de sujet là, Captain Philo. Là, c'est la vidéo sur le Père Noël. Ok. Autant pour moi, c'est qu'il y a pas mal de questions embarrassantes posées par nos enfants. Alors voilà la véritable question. Le Père Noël existe-t-il? Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail. En grandissant, vous avez arrêté de croire au Père Noël. Eh bien, vous aviez tort. Le Père Noël existe. What the fuck, man? C'est dur à croire, pourtant, il y a bien quelqu'un qui distribue les cadeaux. Les jouets n'arrivent pas tout seuls au pied du sapin, et encore moins dans les rayons des magasins de jouets. Il y a bien quelqu'un qui les confectionne, ces jouets sont bien fabriqués quelque part. Et oui, ils viennent tous d'un même endroit, l'atelier du Père Noël. Et cet atelier se trouve dans toutes les usines du monde, principalement les usines situées en Chine. Des usines dans lesquelles notre cher Père Noël exploite ses petits lutins. Exploitation? C'est quand même un mot fort, ça, Captain Philo. Est-ce que tu aurais des preuves de ce que tu avances? Et oui, j'en ai. Je sais que cela met en péril la magie de Noël, mais pourtant, n'est-ce pas de l'exploitation? À partir du moment où le Père Noël ne travaille qu'un jour par an, alors que les lutins doivent travailler tous les jours pour fabriquer des jouets par milliers. Et la seule façon pour fabriquer autant de beaux jouets que l'on voit en rêve, c'est de travailler à la chaîne. Ce que l'on retrouve notamment avec l'apparition au XIXe siècle du Fordisme, de la division du travail. Grâce au travail à la chaîne, chaque lutin aura un poste bien précis dans lequel il devra répéter machinalement le même geste pour augmenter le rendement, la productivité. C'est à partir de cette nouvelle forme de travail qui apparaît au XIXe siècle que Marx pointe la différence entre un ouvrier et un artisan, entre un travail aliénant et un travail libre. L'artisan est l'exemple type d'un travailleur libre pour Marx, car il utilise un outil qui est le prolongement de sa main, de son savoir-faire. Il confectionne également un objet en totalité de A à Z, objet dans lequel il pourra se contempler. L'ouvrier, lui au contraire, est aliéné par son travail. L'aliénation correspond à une dépossession de soi. Ici, l'ouvrier est dépossédé de son humanité, l'ouvrier est comme déshumanisé. Il est réduit à répéter des gestes automatiques qui ne lui demandent plus, voire très peu de savoir-faire. Chaque lutin sera amené à être le maillon d'une chaîne, à confectionner seulement une partie de l'objet et non l'objet en totalité. Ainsi, le pauvre lutin ne pourra jamais se contempler dans l'objet qu'il fabrique et ressentir une forme d'accomplissement dans son travail. Le travail à la chaîne va soumettre l'ouvrier lutin à la cadence infernale des machines. Cette cadence sera insufflée par le patron et par lutin premier, le contremaître à bord, comme on peut le voir dans l'extrait du film de Chaplin. Le patron donne des ordres tout en restant tranquillement dans son bureau à jouer au puzzle, tandis que le contremaître augmente la cadence. Encore et encore. Atelier 20, plus vite, 4, 1. Jusqu'à ce que Chaplin finisse aspiré par la machine, jusqu'à ce que Chaplin devienne une partie intégrante de la machine. L'ouvrier devient, comme Chaplin, une pièce de la machine. Une pièce qui, soit dit en passant, peut être remplacée quand elle se trouve trop usée. L'ouvrier est alors réifié, c'est-à-dire transformé en un objet. Il devient une simple marchandise qui vend sa force de travail. Cette réification nous renvoie à la deuxième forme d'aliénation, celle de l'exploitation économique. L'ouvrier va être dépossédé des fruits de son travail. Le lutin ouvrier va sans cesse produire des biens, ici les cadeaux, qui vont engendrer une richesse, ce que Marx appelle une plus-value. La plus-value, c'est la différence qu'il y a entre ce que rapporte la force de travail, celle de l'ouvrier, et ce qu'elle coûte, le salaire. C'est dans ce décalage que se trouve l'exploitation, l'aliénation, car il va y avoir un écart très fort entre le salaire de l'ouvrier et ce qu'il produit en tant que richesse. Richesse qui sera accaparée par le capitaliste. L'ouvrier va alors être utilisé pour travailler plus d'heures sans que son salaire n'augmente. Mais comment comprendre cela? Comment l'ouvrier peut-il accepter de travailler plus d'heures tout en touchant le même salaire?
Tout s'explique si on comprend que l'ouvrier est une marchandise qui ne fait que vendre sa force de travail. Le salaire que touchera l'ouvrier dépendra donc par conséquent de la préservation de cette force de travail et de rien d'autre. Le capitaliste va alors payer l'ouvrier assez d'argent pour qu'il puisse continuer à produire cette force de travail en s'achetant par exemple des biens nécessaires à son fonctionnement, nourriture, loyer, et en lui fournissant assez de force pour se reproduire. L'ouvrier doit se reproduire pour que le capitaliste ait à volonté des marchandises à sa disposition. Le salaire correspondra donc au renouvellement de cette force de travail à sa reproduction. Mais l'employeur qui a acheté cette force de travail pourra très bien continuer à la faire travailler encore et encore. Par exemple, l'ouvrier, pour renouveler sa force de travail, aura besoin de 6 heures de temps qui correspondra à son salaire, 3 € de l'heure. Il touchera alors 18 € par jour. Mais l'employeur pourra décider de le faire travailler 10 heures, ce qui va entraîner un écart entre le salaire de la marchandise, 18 €, et ce qu'elle crée, soit 4 heures de travail supplémentaires, donc 12 € qui correspondra à la plus-value. Il faut comprendre que la force de travail de l'ouvrier a une particularité. C'est la seule marchandise qui, en étant consommée, va produire plus de richesse, de capital. Dans ces conditions, le patron pourra donc s'accaparer cette richesse en exploitant cette force. Ce qu'on dit pour l'ouvrier vaut également pour les lutins du Père Noël. Quoi? Qui me dérange dans mon travail? Excusez-moi de vous déranger, mais c'est le représentant du syndicat des lutins qui voudrait vous parler. Oh, pas possible! Père Noël, on veut que tu augmentes notre salaire. Oh, mon petit lutin, je ne comprends pas ta colère. Elle n'est pas légitime. Le salaire que je te verse correspond à la force de travail que tu me donnes, ni plus ni moins. Il te faut donc 30 € par jour pour vivre, et c'est ce que je te donne. Allez, maintenant, va travailler! Bon, entre nous, je paye effectivement le lutin 30 € par jour, mais pour obtenir ce salaire, il ne devrait travailler que 6 heures. Or, il en fait 10, ce qui me permet de faire une plus-value, soit 20 € par lutin. Et peu importe qu'il soit mécontent, qu'il refuse de travailler, je le remplacerai par un autre lutin. C'est pas ça qui manque, Pôle Nord! Le capitaliste, comme le Père Noël, essaie de légitimer sa conduite. Mais ne nous laissons pas abuser. Il y a quand même une inégalité, une injustice ici. Le salaire fourni par l'ouvrier se base seulement sur sa capacité à vendre sa force de travail. Mais c'est oublier que l'ouvrier est un être humain et qu'il doit certes satisfaire ses besoins de base pour continuer à produire, mais qu'il doit aussi avoir la possibilité de pratiquer des loisirs, de se cultiver, de penser par lui-même pour combattre par exemple l'exploitation qu'il est en train de subir. L'ouvrier vend sa force de travail pour obtenir en retour un salaire désuet, qui lui permet seulement de survivre. Mais c'est oublier que l'être humain a des envies, des désirs, qui ne se réduisent pas à la simple survie, à la simple conservation de son énergie. Finalement, un salaire juste est un salaire qui ne se base pas que sur la force de travail de l'ouvrier, mais qui prend en compte toutes les activités désintéressées qui font la richesse de l'être humain et qui n'ont pas de prix. Prendre en compte ces activités implique forcément de réduire le temps de travail pour permettre à l'homme de penser, de réfléchir et d'être moins berné par la magie du travail et de Noël. Le Père Noël existe donc. C'est ce patron capitaliste qui exploite ses ouvriers, ses lutins. Pas étonnant que Coca-Cola en ait fait son égérie. Pas étonnant non plus qu'il ressemble beaucoup à ce milliardaire américain du 19e siècle, Andrew Carnegie. Carnegie a fait fortune en fabriquant des usines d'acier, de métallurgie, mais il a bien compris que pour asseoir la domination des plus riches sur l'Amérique du 19e siècle, il allait devoir légitimer sa richesse auprès des travailleurs. Par exemple, il conseille dans son livre « L'Évangile de la richesse » que les riches se doivent d'être philanthropes pour soigner leur image. Il ne s'agit là bien sûr que de faux semblants, car Carnegie se moque éperdument de l'homme et surtout des ouvriers. Sans l'ombre d'une hésitation, Andrew Carnegie fait tirer sur les ouvriers de son aciérie de Pittsburgh pour empêcher la formation d'un syndicat. Alors que 15 ouvriers ont trouvé la mort, le philanthrope soutient qu'il n'a fait que défendre sa propriété privée. Carnegie se prétend socialiste, donc du côté des ouvriers, mais dès qu'on lui demande pourquoi il a fermé son usine, il dit que c'est la faute des ouvriers, car ils n'ont pas voulu baisser leur salaire. New York Times, 2 janvier 1885.
Monsieur Carnegie a déclaré que le socialisme était la plus belle des théories. Si vous êtes socialiste, lui a objecté un journaliste, pourquoi avez-vous fermé l'aciérie Thomson et jeté les ouvriers dans la misère? Ça, c'est la faute des ouvriers, a répondu Carnegie. Ils n'ont pas voulu baisser leur salaire. En réalité, sous couvert de bienveillance et de philanthropie, Andrew Carnegie exploite, instrumentalise l'homme pour arriver à ses fins, consolider le monopole des plus riches. Le Père Noël représente bien ce patron capitaliste. Effectivement, le Père Noël a l'air sympathique, sa façon de parler, sa physionomie font de lui un être attachant. Il apparaît comme un être philanthrope qui agit pour le bonheur de tous. Enfin, le bonheur des personnes les plus sages. Les plus sages ici, bien sûr, ce ne sont pas les enfants, mais les ouvriers serviles et obéissants. Mais tout cela n'est qu'apparence, poudre aux yeux. Derrière ces allures débonnaires, joviales, le Père Noël exploite en réalité les lutins qui travaillent pour lui. Pour vous consoler de cette triste réalité, je vous conseille alors comme cadeau de Noël de regarder mes vidéos et si elles vous plaisent de vous abonner. Car je ne suis pas, à l'inverse du Père Noël, quelqu'un qui exploite la force de travail des autres. Oui, eh bien, parlons-en là de l'exploitation. C'est quand que tu me payes pour mes montages? J'en ai ras-le-bol, moi, de travailler pour des prudes. Coupez, coupez!